Le 28 décembre à 5h50 du matin, dans le silence absolu de la Madrague, Brigitte Bardot s'éteint. Aucune caméra, aucun drapeau en berne, aucun discours solennel. Seul reste Bernard Dormal, l'homme de l'ombre depuis des décennies, et une poignée d'animaux qui, jusqu'au dernier souffle, ont veillé sur elle. Elle meurt comme elle a vécu ces dernières années, à l'écart du monde, loin des projecteurs qu'elle avait pourtant incarnés. Pas de funérailles nationales, pas d'hommages officiels. Elle les a refusés tous, préférant la vérité d'une fin intime à la grandiloquence d'un adieu public. Et pourtant, un mystère persiste. Derrière cette mort discrète, que reste-t-il de Bardot? Des lettres, des confidences, des colères tues? Et surtout, cette femme que la France croyait connaître, l'a-t-on jamais vraiment comprise? Brigitte Bardot naît à Paris en 1934, dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Fille d'un industriel strict et d'une mère rigide obsédée par les convenances, elle grandit dans un univers corseté, fait de silence, de règles et d'exigences. Très tôt, elle se sent étrangère au monde dans lequel elle évolue. La petite Brigitte préfère la compagnie des chats errants aux conversations feutrées des salons mondains. Elle rêve d'air libre, de vastes espaces, de nature indomptée. Son enfance est marquée par une solitude sourde, à peine dissimulée sous des tutus de danse et des regards d'adultes trop pesants. Elle n'est pas une enfant comme les autres. Ses professeurs de danse disent déjà qu'elle dégage autre chose, une énergie magnétique mêlée d'instabilité. À la maison, elle est celle qui dérange, qui ne rentre jamais dans le moule. À 15 ans, son destin bascule. Elle pose pour la couverture du magazine Elle. Ce cliché, censé être anodin, attire l'attention de Roger Vadim. C'est le point de départ d'une ascension fulgurante. En quelques années, Bardot devient la figure de proue d'une nouvelle féminité, libre, sauvage, indomptable. Mais dans les coulisses, l'adolescente blessée n'a pas disparu. Elle traîne avec elle un sentiment d'inadéquation viscérale. Dès les débuts de sa célébrité, elle déteste les interviews, les flashs, les mondanités. Elle les tolère par obligation, les subit en silence. Elle dira plus tard « Je suis célèbre, mais je ne sais pas pourquoi ». Les années 50 la projettent dans un tourbillon de notoriété dont elle ne contrôle rien. Sa vie privée est disséquée, commentée, moquée. Chaque sourire devient suspect, chaque absence fait naître des rumeurs. L'enfant marginal est devenu une icône, mais à quel prix? Sous les robes moulantes et les regards sulfureux, Bardot commence à se fissurer. À seulement 26 ans, elle tente de se suicider. Le monde ne voit que la surface, une actrice capricieuse, trop gâtée, qui joue avec le feu. Personne ne veut entendre l'angoisse d'une femme qui se sent déjà piégée. Dans les années 60, alors que sa carrière explose à l'international, Brigitte Bardot devient le symbole d'une France érotique, provocante, libre. Mais cette image imposée ne lui appartient pas. À chaque séance photo, à chaque tapis rouge, elle sent qu'on vole un peu de son identité. On ne lui laisse pas le droit de douter, de vieillir, de souffrir. Les producteurs la veulent jeune, belle, explosive. Le public exige qu'elle reste fidèle à sa propre légende. Le piège se referme. Elle trouve alors refuge dans les animaux. Ce sont les seuls êtres qui, selon elle, ne mentent pas, n'attendent rien en retour. Sa maison de la Madrague, acquise en 1958, devient un sanctuaire. Loin du barcaman parisien, elle s'y retire de plus en plus souvent, fuyant le tumulte, les faux-semblants, les obligations. C'est là, dans ce cocon de solitude, que Brigitte commence à écrire ses premières lettres intimes. Elle y confie ses doutes, ses peurs, ses colères contre un monde qui ne lui permet pas d'exister autrement que dans l'image. À travers ce parcours déjà jalonné de failles, une constante se dessine. La volonté farouche d'échapper à toute forme de possession. Même enfant, elle refusait les caresses conditionnelles. Même adulte, elle se rebellera contre les rôles qu'on lui impose. Sa vie entière semble un cri, étouffé mais persistant, pour qu'on la laisse être simplement humaine. Et c'est peut-être là que commence réellement l'histoire que Bernard Dormal dévoilera après sa mort. Non pas celle d'une star adulée, mais d'une femme qui a passé sa vie à chercher une issue de secours. Lorsque Et Dieu créa la femme sort en 1956, Brigitte Bardot n'a que 22 ans. Le film, réalisé par Roger Vadim, son premier mari, fait d'elle une légende instantanée. La France découvre alors une silhouette féline, un visage enfantin et une sensualité brute qui dérange autant qu'elle fascine. En quelques semaines, elle devient l'incarnation d'un fantasme collectif.
Mais derrière les affiches et les gros titres, Bardot peine à comprendre ce qui lui arrive. Le succès n'a pas de mode d'emploi et la célébrité, elle, ne laisse aucune place à l'apprentissage. À Saint-Tropez, où elle s'installe définitivement, chaque déplacement provoque des attroupements. Sa maison de la Madrague devient une cible permanente. Paparazzi, journalistes, touristes. On l'épie, on la traque, on la photographie jusque dans son jardin. Elle est admirée, adulée, parfois même vénérée. Mais à aucun moment elle ne semble savourer cette adoration. « On m'aime pour ce que je ne suis pas », confiera-t-elle un jour à un proche. Les années 60 la propulsent au rang de mythe. Elle tourne avec les plus grands réalisateurs, de Godard à Louis Malle, incarne des figures féminines multiples, l'ingénue, la séductrice, la révoltée. En 1963, elle est l'actrice la mieux payée d'Europe. Ses films rapportent des millions, les magazines ne parlent que d'elle. Et pourtant, plus elle monte, plus elle se sent vide. Chaque fois que les projecteurs s'allument, une partie de moi s'éteint, aurait-elle écrit dans l'une de ses lettres restées secrètes jusqu'à aujourd'hui. Le paradoxe Bardot atteint son apogée. Elle est la femme que tout le monde désire, mais que personne ne comprend. Les hommes la convoitent, les femmes l'imitent, les producteurs l'exploitent. Mais qui s'interroge sur ce que ressent réellement Brigitte ? Derrière les caméras, elle passe de relations tumultueuses à des périodes de repli total. Elle enchaîne les amours blessantes, les déceptions, les trahisons. Elle sourit à l'écran, pleure à huis clos. En 1973, à seulement 39 ans, elle prend une décision radicale. Elle quitte le cinéma. Du jour au lendemain, elle disparaît des plateaux, refuse les propositions, décline les interviews. Beaucoup crient au caprice, au coup de tête, mais Bardot, elle, sait ce qu'elle fait. Ce n'est pas une pause, c'est une rupture. Elle ne veut plus être une image, elle veut redevenir une femme. À l'époque, cette décision est incomprise, moquée même. Qui refuserait une carrière aussi florissante? Qui tournerait le dos à la gloire, aux millions, au tapis rouge? La réponse est simple, une femme qui n'en peut plus d'être dépossédée d'elle-même. En s'éloignant des caméras, Brigitte tente de se reconstruire. Elle se consacre à la cause animale, fonde sa fondation en 1986, elle troque les robes de couturier pour des bottes de caoutchouc, les plateaux de télévision pour les abris d'animaux maltraités. Bernard Dormal, qu'elle épouse en 1992, entre dans sa vie comme un contrepoint absolu au vacarme médiatique. Ancien conseiller politique, discret, effacé, il comprend immédiatement qu'il n'épouse pas une star, mais une survivante. Il l'accompagne, la protège, lui offre ce que le monde n'a jamais su lui donner, le silence. C'est lui qui, aujourd'hui, est le dépositaire des écrits qu'elle a laissés derrière elle. Des dizaines de lettres, rédigées parfois en pleine nuit, qui racontent l'envers du décor. Non pas pour se plaindre, mais pour témoigner, parce que Bardot a toujours su que l'histoire qu'on racontait sur elle n'était pas la sienne. Et c'est précisément là, au sommet de sa gloire, que le vernis commence à se fissurer. Dans ces années de célébrité extrême, elle commence déjà à poser les fondations de sa fuite. Elle aménage la Madrague comme une forteresse, se retire peu à peu, refuse les conventions sociales. Elle ne veut plus être Bardot, elle veut redevenir Brigitte. Mais l'opinion publique, elle, n'en a pas fini. Chaque apparition suscite des débats, chaque mot prononcé est amplifié, analysé, souvent déformé. Elle devient un champ de bataille médiatique entre fascination et rejet. Même son engagement pour les animaux est critiqué, moqué, politisé. La femme libre devient l'otage d'une époque qui ne pardonne pas ni la vieillesse ni le retrait. Au sommet de sa carrière, Brigitte est déjà plus totalement là. Son corps est présent, son regard hypnotise toujours, mais l'âme, elle, commence à s'échapper. Et c'est peut-être cela le plus grand malentendu. Pendant que la France l'idolâtrait, elle préparait sa disparition. Non pas sa mort, mais son effacement. Dès les années 1990, alors que Brigitte Bardot n'apparaît plus que rarement en public, un changement plus subtil s'opère dans la perception qu'elle a d'elle-même et dans celle que le monde continue d'imposer. Derrière les murs fleuris de la Madrague, elle vit une existence que beaucoup jugent marginale, recluse, presque excentrique. Mais pour elle, c'est un acte de résistance. Elle refuse les interviews, décline les sollicitations mondaines, fuit les hommages officiels. Ce n'est pas une lassitude, c'est une stratégie, celle d'une femme qui se bat pour reprendre possession de son image. Non pas celle façonnée par le cinéma ou la presse, mais celle d'une personne réelle, imparfaite, vieillissante, vulnérable. Ce retrait, pourtant, alimente les rumeurs. On chuchote que Bardot sombre dans l'amertume. On la dit folle, misanthrope, paranoïaque. Certains médias à sensation affirment qu'elle s'est coupée du monde, qu'elle vit entourée uniquement d'animaux, qu'elle parle aux arbres.
Mais ceux qui la connaissent savent que derrière ce choix radical se cache un besoin vital, celui d'échapper à l'œil du public. « On m'a regardé toute ma vie comme si j'étais à vendre », aurait-elle dit un jour à Bernard Dormal. « Je veux mourir sans témoin. » Dans l'ombre de cette réclusion volontaire, une activité silencieuse se développe, l'écriture. Non pas de romans ni de scénarios, mais de lettres. Des centaines de lettres écrites à la main, à l'encre bleue, souvent sans destinataire, parfois même sans date. Dans ses pages intimes, Brigitte Bardot se livre comme jamais. Elle y parle de solitude, d'épuisement, de son corps qui se brise, de son esprit qui vacille. Elle y crie aussi sa colère contre un monde qu'elle juge hypocrite, qui l'a portée au nu pour mieux l'abandonner. Bernard, son mari, découvre un jour un cahier dissimulé derrière une pile de couvertures. En l'ouvrant, il lit des mots qu'elle n'a jamais osé dire à voix haute. Il comprend que ces lettres ne sont pas des journaux intimes, mais des formes de thérapie, des tentatives de s'extirper d'un passé trop lourd. Certaines phrases le hantent encore. « Je ne suis plus moi depuis que j'ai été aimé comme une statue. » Ou encore « On m'a tant désiré que j'ai oublié comment être simplement regardé. » Paradoxalement, plus elle se terre, plus le monde s'agite autour de son silence. Chaque apparition furtive, chaque photographie volée devient une sensation. Lorsque son visage marqué par l'âge est publié dans les tabloïds, les réactions sont d'une cruauté glaçante. On commente ses rides, son poids, sa coiffure, comme s'il appartenait toujours à ce public qui refuse de la laisser vieillir. Ce harcèlement déguisé en nostalgie devient une forme de violence symbolique. À ce moment-là, Bardot comprend que son retrait est devenu une arme. Plus elle disparaît, plus elle reprend le contrôle. Mais certains signes ne trompent pas. Des voisins évoquent une lumière restée allumée des nuits entières. Des employés témoignent de colère soudaine, de longues périodes de mutisme, d'instants de panique face au bruit du monde extérieur. Même les animaux ressentent cette tension. Ils la suivent partout, dorment à ses pieds, la protègent comme un rempart vivant. À partir de 2022, les ennuis de santé s'intensifient. Une opération lourde, aux conséquences douloureuses, la fragilise considérablement. Les douleurs sont constantes, les nuits sans sommeil se multiplient. Elle refuse les traitements lourds, rejette l'idée même d'un hôpital. Pour elle, souffrir chez soi vaut mieux que survivre ailleurs. « Si je dois mourir, ce sera entouré de ceux qui ne parlent pas, mais qui comprennent », écrit-elle dans une lettre datée de mai 2023. Ce refus des soins traditionnels inquiète ses proches, mais elle reste inflexible. Elle prépare sa maison comme on préparerait une chambre funéraire. Des draps blancs, des fenêtres ouvertes, des parfums de lavande. Bernard raconte qu'elle s'est mise à parler à voix haute avec ses chiens, comme si elle leur confiait ses dernières volontés. Elle a dicté ce qu'elle voulait, ou plutôt ce qu'elle ne voulait pas. Pas de cœur-feuille exposé, pas de discours, pas de caméra, pas de messes hypocrites. Et puis, il y a cette décision sans appel, rejeter toute reconnaissance officielle. Lorsque l'Élysée propose un hommage officiel, Bernard oppose un refus catégorique. Elle ne voulait pas que ceux qui l'ont ignorée vivante la célèbrent morte. Il insiste, Brigitte méprisait les hommages institutionnels, ces blablas de fin de règne qui ne changent rien aux souffrances réelles. À ses yeux, le seul hommage acceptable était l'engagement concret pour la cause animale. Son rejet du monde moderne n'est pas une lubie tardive, c'est une conviction profonde. Bardot ne supporte plus la superficialité, les réseaux sociaux, les fausses émotions. Elle préfère la lecture de textes anciens, la contemplation silencieuse de son jardin, le dialogue secret avec les êtres vivants qu'elle a sauvés. Sa retraite à la Madrague n'est pas un abandon, c'est une reconquête, celle de sa paix intérieure. Il faut parler aussi de son rapport au temps. Elle écrit dans une de ses lettres « Je vis à contre-courant, parce que le courant me mène à la folie ». Ce rejet de la temporalité imposée, celle des sorties, des saisons médiatiques, des anniversaires à fêter, devient une manière de se réapproprier sa propre chronologie. Elle décide quand elle apparaît, quand elle disparaît, quand elle se tait. Peu à peu, Bernard Dormal devient le seul lien entre Bardot et le monde extérieur. Il filtre les appels, trie le courrier, répond aux journalistes à sa place. Mais il sent que quelque chose se prépare. Dans les dernières semaines, Brigitte parle souvent du passé. Elle relit ses lettres, les relit, les classe. Elle parle de boucler la boucle, laisser les choses en ordre. Ce n'est pas une résignation, c'est une organisation de sa sortie. Et dans cette atmosphère suspendue, faite de douleur contenue, de pudeur absolue et de silence organisé,
Le spectre d'une vérité plus vaste se dessine. Bardot n'a jamais fui par faiblesse. Elle s'est retirée comme on mène une bataille, non pas contre les autres, mais pour elle-même. La nuit du 27 au 28 décembre 2025 fut la dernière. Bernard Dormal le savait, il avait vu les signes. Ce n'était pas une alerte médicale brutale ni une urgence dramatique, c'était une lente extinction, presque douce, comme si Brigitte Bardot avait elle-même décidé de relâcher le dernier fil qui la reliait à ce monde. Depuis plusieurs jours, elle ne parlait plus beaucoup. Ses mots étaient rares, mais chaque regard semblait contenir 1000 phrases. Elle avait cessé de se battre, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle estimait que tout avait été dit. Elle refusait l'hôpital. Elle avait signé un document formel pour éviter tout acharnement thérapeutique. Elle voulait mourir dans sa maison, sur son lit, avec la mer en fond sonore et les aboiements lointains de ses chiens comme unique requiem. Ce matin-là, à 5h50, elle a fermé les yeux. Son visage, raconte Bernard, s'est transformé. Les traits tirés par la douleur s'étaient effacés. Il dit qu'elle était légère, presque lumineuse. À ce moment précis, il n'y eut ni cris, ni larmes, juste un silence irréel. La nouvelle de sa mort se répand dans la matinée, mais l'information est maîtrisée. Aucun communiqué officiel, aucun journaliste convié. La famille respecte ses dernières volontés. Aucune récupération, aucune image. La dépouille de Brigitte Bardot ne sera pas montrée, son cercueil ne sera pas exposé. C'est une mort intime, volontairement dépolitisée. Pourtant, le monde entier réagit. Les médias s'agitent, les réseaux sociaux s'enflamment. Le choc est immense, mais l'absence d'image crée un trouble. Comment faire le deuil d'une icône qu'on ne voit pas partir ? L'Élysée prend contact avec Bernard pour proposer un hommage national. Il refuse, sans appel. C'est hors de question, répond-il. Elle n'était pas une institution, elle était libre. Ce refus soulève des débats houleux. Certains y voient un geste de mépris, d'autres saluent une fidélité rare à la volonté d'une femme qui n'a jamais supporté qu'on parle à sa place. Une chose est certaine, dans sa mort comme dans sa vie, Bardot aura décidé seul. Les jours suivants, une cérémonie discrète est organisée dans un cimetière du sud de la France. Pas de cortège, pas de drapeau, pas de caméra. Seuls quelques proches y assistent. Parmi eux, deux invités suscitent immédiatement la polémique. Marine Le Pen et Aurore Bergé. Leur présence provoque une onde de choc dans les médias. L'extrême droite et le gouvernement, côte à côte, dans l'intimité d'un enterrement. Les critiques fusent. On accuse d'instrumentalisation, de récupération politique. Bernard sort alors de sa réserve. Dans une déclaration cinglante, il explique que ces deux femmes étaient là à titre personnel, qu'elles connaissaient Brigitte depuis longtemps, que leur présence n'était ni politique ni opportuniste. Elles ont été touchées par sa sincérité, pas par son image, dira-t-il. Mais le mal est fait. Une nouvelle fois, même dans la mort, Bardot est dévorée par le bruit qu'elle fuyait. Et pourtant, quelque chose d'inédit émerge. Des milliers de personnes, anonymes, discrets, silencieux, commencent à envoyer des dons à la Fondation Brigitte Bardot. En quelques jours, l'association enregistre un afflux exceptionnel de soutien financier. Les messages sont simples, directs. Pour elle, merci de nous avoir représentés. Ce don, c'est pour que sa voix continue. Ce mouvement spontané touche Bernard profondément. C'est la preuve que, loin des discours officiels et des caméras, Bardot avait encore un écho sincère dans le cœur des gens ordinaires. Dans les semaines qui suivent, Bernard commence à trier les affaires de sa femme. Il tombe sur des cahiers, des enveloppes cachetées, des lettres sans adresse. Certaines sont destinées à lui, d'autres à des amis disparus, d'autres encore semblent être des monologues lancés dans le vide. Il découvre un manuscrit inachevé, une sorte de testament moral, où Brigitte évoque la nécessité de mourir entière, sans maquillage ni hommage mensonger. Ce texte bouleverse Bernard. Il y retrouve cette volonté farouche d'autonomie, ce refus viscéral d'être récupéré, expliqué, interprété. Il décide alors de ne pas publier ses écrits. Pas maintenant, peut-être jamais. Ce sont ses mots, pas les miens, dira-t-il à un journaliste. Il les a écrits pour survivre, pas pour être lus. Mais malgré sa discrétion, quelque chose échappe déjà à son contrôle. Des rumeurs commencent à circuler sur l'existence de ces lettres. Certains éditeurs font des offres, des proches s'expriment sans autorisation. Le mythe Bardot se réactive.
et avec lui, la question obsédante. Où s'arrête l'icône, où commence la femme? Ce moment-là, posthume, est peut-être le plus cruel. Bardot avait tout organisé pour sortir du monde sans bruit, mais le monde, lui, refuse de la laisser partir en paix. Dans les jours qui suivent la disparition de Brigitte Bardot, Bernard Dormal devient, malgré lui, le gardien d'une mémoire que sa femme a passé toute sa vie à protéger, à camoufler, à décortiquer dans le silence de ses nuits d'insomnie. Ce n'est pas la mémoire d'une star, ce n'est pas celle des plateaux, des flashs, des robes fondues. C'est celle d'une femme qui n'a jamais vraiment appartenu à l'image qu'on a projetée d'elle. Une femme qui, pendant plus de 50 ans, a écrit pour survivre, dans le secret de ses carnets, ce que la société ne lui a jamais autorisé à dire à voix haute. Bernard, dans une rare interview accordée à un média culturel confidentiel, lâche cette phrase troublante. Brigitte écrivait ce qu'elle ne pouvait plus vivre. Il ne s'agit pas ici de littérature, ni même de confession classique. Les lettres laissées par Bardot sont un cri feutré, une résistance intime, un journal de bord d'une femme prisonnière d'un masque. Elles ne cherchent pas la beauté du style, mais la précision du sentiment. Elles évoquent les douleurs chroniques, les nuits d'angoisse, les souvenirs d'humiliation passée, les rendez-vous manqués avec l'amour véritable, les fausses amitiés qui tournaient toujours au spectacle. Dans un passage, elle note « Quand je sors, on me regarde comme une bête curieuse, mais plus personne ne me parle. Je suis seule dans un aquarium. » Plus loin, « Je me suis maquillée toute ma vie pour ne pas qu'on voie mes bleus à l'âme. » À travers ces lignes, Bernard découvre une version de sa femme qu'il connaissait sans jamais l'avoir pleinement cernée. Il comprend pourquoi elle s'est tant retirée, pourquoi elle ne supportait plus les hommages, ni les caméras, ni même les marques d'affection trop appuyées. Elle avait appris à ne plus faire confiance aux gestes qui brillent. Mais la plus grande révélation se trouve dans une lettre datée de 2018, l'année de ses 84 ans. Dans un style haché, fragile, Brigitte y évoque sa propre mort comme un soulagement nécessaire. « Je veux partir sans spectacle, sans cérémonie, sans fleurs en plastique. Je veux partir comme j'ai vécu ces 20 dernières années, parmi les bêtes, dans le silence, les mains sales mais le cœur libre. » Ce n'est pas une déclaration morbide, c'est un manifeste, le dernier acte d'une femme qui a toujours cherché à s'appartenir. Interrogé sur la possibilité de publier un jour ses lettres, Bernard hésite. Il sait que certains passages choqueront, d'autres décevront. Brigitte ne s'épargne pas dans ses écrits. Elle critique durement les mondanités, les hypocrisies du milieu artistique, mais aussi ses propres erreurs, ses colères, ses impulsivités. Elle écrit à un moment « J'ai parfois été ingrate, violente, injuste, mais au moins je n'ai jamais triché. » C'est peut-être là sa plus grande revendication, ne pas avoir joué un rôle plus longtemps qu'elle ne le souhaitait. Ces lettres, bien qu'empreintes de douleur, ne sont pas désespérées. Elles sont traversées d'un humour noir, de réflexions acides, d'élan d'amour sincère pour ses animaux, pour la mer, pour certaines personnes restées fidèles dans l'ombre. Elles témoignent d'une lucidité crue, brutale parfois, mais toujours profondément humaine. Dans le vacarme du monde, elles sont un murmure tenace. Et surtout, elles répondent à leur manière à la question posée au tout début. Qui était vraiment Brigitte Bardot ? La vérité, c'est qu'elle était les deux, l'icône et la recluse, le mythe et la femme blessée, l'animal sauvage et la silhouette traquée. Mais au crépuscule de sa vie, c'est la femme qui a triomphé de l'icône. En refusant les hommages, en dictant les règles de sa disparition, en nous laissant ses lettres comme des balises dans le brouillard, Brigitte Bardot a repris possession de son histoire. Et c'est peut-être cela le plus grand aveu, celui d'une existence arrachée au mensonge public, restituée enfin dans sa vérité nue, imparfaite, bouleversante. Brigitte Bardot ne voulait pas de légende. Elle ne croyait pas aux statues, au panthéon, ni aux biographies officielles. Ce qu'elle désirait, au fond, c'était d'être oubliée, comme on oublie un rêve étrange au réveil, avec un pincement au cœur, mais sans cérémonie. En orchestrant sa propre disparition, en refusant les codes du deuil public, elle a transformé sa mort en un ultime geste de liberté. Et c'est peut-être là le paradoxe le plus douloureux. Pour une femme qui a tant été regardée, il fallait disparaître pour enfin être vue. Bernard Dormal, dernier rempart contre la récupération, veille aujourd'hui sur une mémoire fragile.
pas celle d'un sexe symbole figé en noir et blanc, mais celle d'une femme qui a dit non. Non au faux sourire, non à l'éternelle jeunesse, non aux applaudissements automatiques. Brigitte Bardot a quitté la scène sans salut, sans rappel. Et pourtant, le silence qu'elle laisse derrière elle est assourdissant. Ses lettres, ses choix, son mutisme obstiné nous forcent à reconsidérer notre manière d'aimer les icônes. Les aimons-nous vraiment pour ce qu'elles sont ou pour ce qu'elles nous permettent de projeter? Sommes-nous capables d'admirer sans capturer, de célébrer sans abîmer? La disparition de Bardot ouvre ces questions et refuse de les refermer. Il ne restera peut-être aucune plaque, aucun musée, aucun square à son nom, mais dans les regards de ceux qu'elle a sauvés, humains comme animaux, persistera quelque chose d'indomptable, une trace, une forme de vérité, une ligne de fuite. Car au fond, ce qu'elle aura légué de plus précieux, c'est un refus, celui d'être une fiction, celui d'être volée. Et dans ce refus se cache peut-être la seule définition possible de la dignité. Brigitte Bardot est morte. Enfin. Mais Brigitte, elle, n'a jamais été aussi vivante.